Donc je vais commencer. Merci d'être là. Donc je suis Jonathan Stock, le cofondateur de la société Playbot. Je suis là aujourd'hui pour faire un panorama assez rapide du marché des bots aujourd'hui, ouvrir un petit peu aussi sur les perspectives dans les mois et les années à venir, et pour avoir un retour d'expérience de différents clients de la société Playbot, mais aussi de Vizir, parce qu'aujourd'hui je suis accompagné de Thomas, fondateur de la société Vizir. Donc on aura des retours d'expérience de Feedanimo, Vinotrip et l'Express tout à l'heure sur des bots qui ont été réalisés très récemment pour eux sur des cas assez variés. Donc l'intitulé est de l'automatisation de la relation client, ce qui est ce qu'on a peut-être en tête le plus en premier quand on pense aux bots. Et la mise en perspective, l'ouverture va être sur la vente. En gros, comment on peut utiliser les bots pour augmenter les ventes, notamment sur un site de e-commerce. Donc un mot très rapide sur Playbot et sur Vizir. Donc Playbot, c'est une plateforme de création de bots dédiée au e-commerce et à la vente. L'idée de fond, c'est notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'amener le même niveau de conseil, d'expertise, d'accompagnement qu'en magasin sur un site de e-commerce pour évidemment augmenter le taux de conversion. Donc sur un site de e-commerce, mais aussi sur des applications mobiles, sur des messageries. Un mot sur Vizir. Oui, donc bonjour. Donc Vizir, c'est une application web en fait de création de chatbot, axé marketing et vente. C'est l'équivalent de HubSpot ou Mixpanel pour les bots. Donc il y a un moteur de création de bots et un moteur marketing où on segmente et on envoie. On est principalement hébergé sur Facebook Messenger, on verra pourquoi tout à l'heure. Également sur site web, mais on fera justement je pense le distinguo entre les deux. Donc voilà, on bosse plutôt avec du grand compte qui ont des cibles B2C sur une tranche d'âge 18-30 ans à peu près, 18-35. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler juste après. Merci Thomas. Donc je vais vous faire un tour assez rapide. L'idée évidemment c'est de laisser parler autant que possible nos intervenants et que vous ayez un retour aussi honnête que possible sur ce que peuvent faire les bots, notamment là où ils se situent par rapport à ce qu'on attend et ce qu'ils pourront faire potentiellement plus tard. Donc je vais faire une intro hyper rapide sur des chiffres très classiques mais qui sont pourquoi les bots sont revenus à la mode. C'est assez connu mais en gros il y a un an Facebook s'est lancé dans les chatbots sur Facebook Messenger. Les bots c'est beaucoup plus ancien que ça mais là si c'est revenu à la mode c'est que tout d'un coup les marques ont eu la possibilité de les communiquer directement avec leurs clients ou leurs prospects sur les messageries instantanées, notamment sur Messenger. Et Messenger c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde. Prochainement sur WhatsApp aussi probablement. Les messageries et le chat en général est quelque chose qui est complètement intégré dans le mode de vie aujourd'hui à peu près sans distinction d'âge, alors avec effectivement chez les plus jeunes notamment une utilisation plus intensive, on parle en moyenne de 50 minutes par jour. Donc tout ça a créé un buzz autour du bot, peut-être un buzz qui pour certains cas a été déçu, il y a eu des espoirs déçus, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, tout ça a créé une bulle depuis avril dernier. Donc depuis, on parle de plus de 100 000 bots. Voilà, on a beaucoup de... Venez. Les naufragés peut-être de la mauvaise salle. Donc on parle de bots ici, vous êtes bien là pour ça, j'espère. Voilà. Donc un panorama, non pas des 100 000 bots qui sont sortis, mais disons des bots les plus connus aujourd'hui sur Messenger uniquement, puisque j'aurai l'occasion de parler de site web après. Donc vous voyez avec des problématiques extrêmement diverses, une des verticales dans lesquelles le bot se développe le plus vite aujourd'hui, c'est le voyage, parce qu'il y a un besoin de personnalisation très fort, un besoin d'accompagnement, c'est aussi un secteur dans lequel il y a des budgets pour investir sur des produits innovants comme celui-ci. On aura l'occasion d'en reparler avec Vinotrip. Dans le voyage, un des chatbots intéressants à tester en France, je pense que c'est notamment celui de Voyage SNCF, qu'on cite régulièrement. La SNCF, VSC investit énormément sur les bots. Et celui de Voyage SNCF permet de faire des réservations en langage naturel. Donc c'est un produit, je pense, de test aujourd'hui. Je ne vais pas trop parler à leur place, mais en tout cas, il est super prometteur. On a d'autres produits bots qui sont un peu connus, qui ont un peu de traction, notamment Poncho, qui est un bot américain qui permet d'avoir la météo. On a beaucoup de bots de news aussi qui percent pas mal, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle. Il y en a un certain nombre qui sont sortis en France, notamment pour l'Express, on en parlera tout à l'heure.
On a aussi des bots orientés divertissement. Voilà. En tout cas, ça c'est un panorama assez rapide de ce qu'on a sur Messenger. Sur les sites web et dans les applications mobiles, là aujourd'hui on est surtout sur du bot dédié au SAV, ou à la relation client en général. On n'a pas cette diversité de chatbots qu'on peut trouver sur Messenger. Donc, si on prend un pas de recul, évidemment, les deux premiers points sont ceux qu'on cite les plus régulièrement à propos des bots. Pourquoi ils sont particulièrement attractifs? C'est qu'ils sont disponibles 24/7, notamment pour du SAV, évidemment, c'est pratique. Aujourd'hui, sur la plupart des sites, vous avez des systèmes qu'on appelle de live chat, où vous pouvez rentrer en contact avec un humain qui va vous répondre, sauf qu'en général, ces systèmes sont inopérants le soir ou le week-end. Or, c'est là où il y a l'essentiel des connexions. Donc, on estime que 70% des opportunités de contact sont manquées au final sur les sites quand il y a un système de live chat et donc pas de système automatisé. Évidemment, les bots abaissent la friction au sens où on est sur une interface intuitive, connue de tous, c'est textuel, il n'y a pas besoin de tutoriel compliqué pour simplement échanger un message. Bon, les points suivants sont ceux, moi, qui nous intéressent le plus chez Playbot et qui m'intéressent le plus personnellement. Sur ce que peuvent permettre, et peut-être le permettront-ils plus encore dans quelques mois, les bots. Ce qui est intéressant, c'est qu'en passant par de l'échange de texte, le bot va mettre l'utilisateur dans un état où il va avoir tendance peut-être à se livrer plus facilement. On aura l'occasion aussi de voir ce qu'on a pu faire pour Fidanimo. Donc l'utilisateur va partager des informations sur lui, il va avoir aussi l'opportunité, le bot pour lui, l'opportunité d'avoir un niveau de conseil, d'avoir des recommandations personnalisées qu'il n'aurait pas aujourd'hui sur un site, puisque sur un site marchand aujourd'hui, vous êtes contraint d'utiliser des listes de filtres qui sont souvent infinies, parfois un peu absconses, et vous avez des listes de produits, de dizaines et dizaines de produits, parmi lesquels vous devez parcourir en cherchant ce qui vous convient. Le bot permet de retourner ça un petit peu et de dire que vous allez pouvoir exprimer un besoin en langage naturel, comme vous le feriez auprès d'un vendeur ou dans une agence. Et le bot, à partir de ce que vous exprimez, va vous proposer quelque chose qui vous convient. Donc vous avez un accès facilité, accéléré à du contenu qui vous intéresse. Et enfin, le dernier point, alors, qui parle aussi, c'est qu'effectivement, le bot vous met face à quelqu'un qui va personnifier, disons, le vendeur, et vous pouvez ajuster la personnalité du bot, de ce vendeur virtuel, à celle de l'acheteur, en fonction des données que vous avez déjà sur lui, en fonction des données qu'il va vous livrer. Donc il y a tout un tas de mécaniques de gamification qui peuvent être mis en place aussi sur un autre sujet qui est sur celui des notifications. Le bot peut envoyer des notifications de la curation de contenu directement dans Messenger ou dans d'autres messageries qui vont être adaptées en fonction des échanges que vous avez avec le bot, en fonction de choix que vous aurez, ou d'achats que vous auriez déjà fait. Il y a tout un tas de mécaniques comme ça de gamification qu'on peut mettre en place. Là, je vais vous donner J'ouvre donc maintenant un petit peu les perspectives et imaginez ce que peuvent devenir les bots assez rapidement, probablement d'ici quelques mois, et vous parler d'un cas très concret qu'aujourd'hui on est en train de mettre en place avec un grand groupe de voyage qui cherche à proposer à ses clients un moteur d'inspiration, à ses futurs clients, ses prospects. Donc on a élargi cette idée du bot comme la personne que vous auriez face à vous dans une agence de voyage. Et on a imaginé une expérience qui serait donc directement sur un site, une expérience qui serait immersive, interactive évidemment, et sur lequel vous allez co-construire avec le bot votre expérience pour obtenir des recommandations sur mesure. Donc là, ce que je vais vous montrer sont des maquettes, c'est pas le rendu définitif, mais c'est pour vous montrer un peu quel type d'expérience utilisateur du X on peut proposer. Donc en gros, vous arrivez sur le site ou sur une page du site plutôt de cette agence de voyage. Et on va tout de suite vous proposer une expérience donc conversationnelle dans laquelle on va vous demander votre nom, on va commencer à échanger avec vous sur vos envies de voyage, donc en langage naturel vous allez l'exprimer. Une bonne pratique à noter ici, c'est que souvent quand un utilisateur est face à une boîte de texte vide, il va soit dire n'importe quoi, soit il ne va pas savoir quoi dire. On a toujours besoin d'un minimum d'aide, de guide. Donc on a des exemples qui tournent pour vous montrer un petit peu le type de demande que vous pouvez faire. Vous allez exprimer une demande en langage naturel, donc quel est votre rêve de voyage. Et à partir de là, vous allez voir apparaître face à vous donc des cartes qui vont vous montrer le type de voyage qui pourrait correspondre à votre envie. Vous avez l'historique de la conversation à gauche, vous êtes libre de la continuer ou de pas la continuer, ça va permettre d'affiner vos choix. Pour la marque derrière, c'est évidemment aussi le moyen de qualifier son client, et même si ce n'est pas forcément un achat qui va se provoquer instantanément, il va récupérer des informations sur ses préférences de voyage, son nom, son email, son numéro de téléphone.
et pouvoir le rappeler ensuite. Enfin, un dernier détail, on peut voir que en bas, là, on a ajouté un bouton Send to Messenger qui est que pour la première fois, plutôt que d'arrêter l'expérience avec un client à partir du moment où il a fait l'achat sur votre site, on va proposer au client en fait de continuer de faire un suivi une fois que l'achat est fait. Donc ça peut être un suivi sur le SAV jusqu'au moment où il part en voyage. Donc là, c'est en gros ce qu'on a schématisé ici. C'est que une fois qu'il a ajouté ce bot à Messenger, le bot va régulièrement le relancer, lui faire des offres, des promotions. On sait déjà ce qu'il a acheté sur votre site. Et il peut accompagner le client jusque sur son lieu de vacances. Et là aussi, participer à cette interactivité, à l'accès facilité à des services, à des offres. Voilà, j'ai fait le tour rapidement. On va garder à la fin évidemment un peu de temps si vous avez des questions. Je pense que maintenant, l'essentiel va être de donner la parole à nos différents intervenants. Vous avez un micro, juste ici. Et je pense que la première question, ça va être pour chacun d'entre vous, à quel besoin répondait le chatbot. Qu'est-ce que vous aviez identifié comme besoin et en quoi il a été... voilà, pourquoi vous avez voulu un chatbot. Donc, juste pour faire une présentation rapide, Julien Plot de Vinotrip. Je vous laisserai vous présenter, ce sera plus simple. Bonjour à tous, Julien Plot, donc j'ai fondé la société Vinotrip. Donc Vinotrip, c'est une agence de voyage thématisée autour du vin. On propose en fait, on crée et on commercialise des séjours œnologiques. On emmène des gens partout, dans tous les vignobles en France, quasiment exclusivement en France, donc dans le Bordelais, en Bourgogne, etc. Donc on est vraiment dans l'univers du voyage connoté vin. Voilà, mais on reste vraiment dans l'univers touristique, donc d'où l'intérêt pour nous de faire un premier test d'utilisation de bots. Alors, nous, la démarche était assez simple en fait. On réfléchissait à des nouvelles stratégies d'acquisition de leads. On a un site internet, on a des outils de communication classiques, les pages Facebook, Twitter, etc. On fait du mailing, voilà, tout ça est assez classique et on s'était dit que dans le tourisme, comme il y avait beaucoup de chatbots qui commençaient à s'installer, ça pouvait être un axe intéressant à creuser pour pouvoir permettre d'avoir des leads qualifiés. J'insiste sur le terme qualifié parce que le chatbot conversationnel permet justement cette qualification avec des échanges assez intéressants avec le prospect. Et donc on a avec Playbot installé un chatbot conversationnel sur notre page Facebook et couplé avec une campagne Facebook pour pouvoir un peu promouvoir et pousser un peu l'utilisation de ce chatbot. On a pu faire des premiers tests qui sont avérés plutôt concluants, mais ça on pourra revenir dessus. Donc voilà, vraiment dans une logique de diversification de stratégies d'acquisition client. C'est dans cet esprit-là qu'on a mené la création du chatbot. Bonjour, donc Omer de Fidenimo. Nous, on est une société de courtage en assurance et on est spécialisé dans les assurances pour les frais vétérinaires, pour les chiens et chats. Donc on est déjà sur un marché de niche spécifique. Ouais. J'ai pas osé le faire en blague, parce qu'on le fait à chaque fois, et bon, après ça fait un peu bon. Mais merci, grâce à vous c'est fait. Mais vous verrez, il y en a 2-3 autres, des blagues comme ça, elles arrivent. Mais je vous les laisse. Moi je vais rebondir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que là c'était un premier test en fait. C'est-à-dire que si je prends de manière générale un peu le marché de l'assurance, ça fait 20 ans que je suis dans l'assurance sur d'autres marchés avant, en fait on voit bien que le monde de l'assurance il est en train de beaucoup bouger et que les modèles de chatbot et de tout ce qui est conversationnel, en fait à l'avenir il va se passer plein de choses. Notamment, nous on a une problématique dans l'assurance, c'est de collecter un certain nombre de data qui vont nous permettre de générer un devis pour arriver après sur la vente du contrat. C'est-à-dire que là on n'est pas sur... on ne fait pas de l'inspiration d'idées, c'est-à-dire qu'on collecte des données relatives à la personne, à ses biens, ou dans le cas de l'animal, etc. On a besoin d'un certain nombre d'informations pour établir un devis et engager vers la vente. On n'en est pas encore à pouvoir vendre des contrats d'assurance avec un devis hyper précis, c'est-à-dire customisé. Ça va venir, c'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous raconter, d'ici 5 à 10 ans, vous verrez qu'on n'achètera plus de l'assurance de la même manière. En tout cas, c'est ce que je crois. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut déjà qu'on mette un pied dans les chatbots et qu'on commence à faire quelque chose. Donc on n'a pas été sur l'idée finale parce qu'on n'y est pas encore. Hein. Et donc on s'est dit, on va déjà faire un premier test sur la qualification et sur la génération de devis. Je veux dire tout simplement sur la prospection, c'est ce qui a été dit, c'est sur la prospection. Donc on a mis une campagne, j'ai simplement fait une campagne publicitaire sur Facebook avec un retour vers le chatbot sur Facebook Messenger. Ce que nous on s'est aperçu, c'est que
la satisfaction utilisateur, elle était hyper importante. On est au-delà de 80%. C'est-à-dire que les utilisateurs qui, de manière générale, vous connaissez ça, lorsque vous faites un devis d'assurance, vous savez, vous avez 15 à 20 champs à remplir, c'est assez fastidieux, puis il y a des gens qui arrêtent parce que c'est chiant. Ce que permet le bot, c'est qu'il y a une espèce d'interaction. Et on peut d'ailleurs incruster, je ne sais pas si tu as des captures ou quoi, on a incrusté, nous, des trucs un peu sympas. Par exemple, je vous donne un exemple, est-ce que vous avez un chien ou un chat? Vous avez dit j'ai un chien, on a mis une petite vidéo d'un chien qui fait un truc sympa. Du coup, ça rend le processus de collecte de données beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa, et la personne, en fait, il y a beaucoup moins d'arrêt dans le processus. Donc voilà ce que ça a fait pour nous. Un taux de satisfaction important, ça a amélioré en fait le taux de transformation sur les campagnes, et derrière, il y a aussi un élément qui est vraiment important, c'est que quelqu'un qui s'engage à discuter avec le bot, en fait, on a identifié qui c'était. Donc plutôt que d'avoir un système de retargeting classique sur des landing pages qu'on utilise pour collecter de la data, bah là on peut lui envoyer un petit mot en disant salut, t'as été le bot, comment ça s'est passé? Et du coup nous on a maximisé comme ça aussi. Voilà pourquoi on l'a fait. Bonjour, Xavier Bigot de l'Express, je suis en charge de la vidéo et des réseaux sociaux à l'Express. Alors nous les bots on a commencé en 2016 juste après l'annonce de Facebook. L'idée en allant chercher les bots, c'était de se dire qu'on allait accéder à la messagerie des utilisateurs. Aujourd'hui, on accède aux mails via les newsletters, mais il y a quelque chose de très intéressant pour nous quand on parle des bots, c'est qu'on accède à une messagerie qui aujourd'hui n'est encore peuplée que d'amitié. Donc, il y a un sentiment d'intimité et de rapport direct avec l'utilisateur qui était très important pour nous et très intéressant, ce qui fait que aujourd'hui, une notification Messenger, elle est plus impactante qu'une simple notification de mail, puisqu'on s'attend à avoir un contenu plus proche, en tout cas plus intime avec l'utilisateur. On a mis en place un bot sur notre page principale d'Express, qui était un bot de test, qui est un simple bot qui permet de recevoir un push tous les jours sur des thématiques données qu'on recherche, un push de news, qui est élu président, ce genre de choses. Et puis on s'est aperçu que finalement c'était un simple bot de push, c'était pas si intéressant que ça, mais on a fait une deuxième découverte, c'est que les gens qui utilisaient le bot étaient des personnes qui avaient moins de 25 ans en moyenne. Et nous, les personnes qui ont moins de 25 ans, c'est des personnes qu'on a du mal à toucher par les autres canaux, habituellement. Donc on s'est rencontré avec Thomas de Vizir et on a mis en place cette idée de faire un bot qui serait un peu plus serviciel. C'est-à-dire de moins envoyer nos utilisateurs vers une recherche où ils tapent 3 mots-clés et finalement ils ont quelque chose d'un peu déceptif parce qu'on n'est pas Google encore, mais plutôt de cadrer au maximum l'expérience d'utilisation du bot et d'arriver dans des scénarisations très précises. Et nous, on l'a fait avec l'Express Sélection, qui est un bot très serviciel qui vous disait quel est le code postal de votre commune, on va vous donner les résultats dans votre commune le jour des élections dès qu'ils sont disponibles. Et comme on a les résultats dans la soirée du dimanche soir, ils recevaient tous les résultats dans leur ville. Donc voilà un peu comment est-ce que nous on a approché les chatbots à l'Express. Et c'est uniquement Messenger encore. Tu veux ajouter quelque chose, Thomas, peut-être, ou rebondir sur le sujet? Non, en fait, ce qui est intéressant avec l'Express, c'est aussi la façon dont, mais je pense qu'on va poser la question aux autres, c'est la façon dont on promeut en fait le chatbot. Je pense que vous posez tous la question. Comment est-ce qu'on interagit d'abord avec le chatbot? Et l'avantage de travailler avec l'Express, c'est qu'ils ont une audience qui est très puissante, donc ils peuvent marketer justement leur bot. Vous l'avez fait visiblement un peu du Facebook Ads, on peut revenir dessus, c'est intéressant. Mais le vrai avantage d'un chatbot, c'est que vous pouvez en fait le promouvoir de manière totalement intégrée avec la suite Facebook. C'est-à-dire que quand une personne est sur Facebook, je parle de Messenger bien entendu, quand on est sur Facebook, on va pouvoir voir une pub, cliquer dessus, ça ouvre la boîte de chat en bas à droite. Et direct, on commence à lui parler, on accède à des services, on a des trucs personnalisés. Enfin, c'est vraiment une expérience totalement inclusive. Et je pense que c'est intéressant d'avoir votre retour sur comment vous avez voulu marketer ce truc. Quels sont les résultats du coup, combien de personnes, etc. Alors oui, donc nous, nos chatbots étaient disponibles sur Facebook Messenger uniquement. Au niveau social, en fait, nous, on n'est pas hyper performants. Enfin, Vinotrip n'est pas
on n'est pas très très bon sur Facebook. On n'a pas une très très forte audience. C'est pas quelque chose qu'on travaille naturellement. Donc c'était aussi une manière pour nous d'aller à la rencontre de clients qui sont sur Facebook et qui n'ont pas moyen de nous connaître via un autre canal. Donc souvent, notre canal d'acquisition classique, c'est la recherche web, on pousse avec des annonces AdWords, etc. Des choses assez classiques. Et donc, sur Facebook, résultat, on était obligé de créer nous-mêmes, de pousser l'utilisation de chatbots. On n'a pas l'audience que peut avoir l'Express. Et donc, ça se fait via des Facebook Ads. En effet, l'avantage aussi par rapport à ça, c'est de pouvoir cibler. Donc en fonction du chatbot qu'on a créé, donc là on était sur un ton un peu plus sympa, un peu plus humoristique, où on va essayer d'engager facilement la conversation avec l'internaute. Donc on va cibler une population qui va être un peu plus jeune que nous, ce qu'on a l'habitude que les personnes qu'on a l'habitude de rencontrer sur le site internet. Donc voilà, essentiellement via du Facebook Ads avec un marketing hyper ciblé. En termes de résultats, alors nous en fait au niveau on a lancé c'est assez nouveau, on a lancé l'utilisation du chat depuis à peu près un peu moins d'un mois. Donc pour l'instant, ce qu'on constate, alors je ne sais pas si ça va durer, mais ce qu'on constate c'est qu'on a, alors moi je raisonne en coût d'acquisition client et en taux de conversion, des choses assez concrètes, assez business et metrics, combien ça coûte et combien ça rapporte. Très schématiquement. En gros, on a un taux de conversion qui fait du x2 par rapport à nos canaux d'acquisition classiques. Donc c'est sans doute lié, peut-être à un bon ciblage marketing, possible, et deux, au mode opératoire, en fait, communicationnel, qui crée du lien avec l'internaute, avec la personne sur Facebook, qui lui décrit la boîte sans être trop intrusif, qui lui propose qui a une inspiration de séjour pour lui, et qui, voilà, donc c'est tout ça qui peut créer un environnement favorable, en tout cas, et à des conversions clients in fine. Alors pour nous, en fait, on avait deux objectifs, pour être assez sincère. C'est qu'à la fois, on avait une stratégie plutôt B2B, corporate, pour faire voir la boîte. Donc, voilà. Et d'un autre côté, un objectif B2C pour voir un petit peu quel est l'impact de l'utilisation du bot avec les clients. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, en parallèle, on a travaillé à la fois tout ce qui est communiqué de presse. En fait, on a bombardé tout le monde pour dire on lance le premier chatbot d'assurance sur Facebook Messenger. Donc en fait, l'objectif était de ramener vers nous des partenaires potentiels qui seraient intéressés par le secteur de l'assurance et qui seraient intéressés par l'innovation et les nouvelles technologies. Et ça a très bien marché. On a récupéré plein de gens qui nous ont appelés, notamment dans l'assurance, parce que c'est un vieux secteur, donc il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés en disant « Ah super, vous faites des chatbots, où vous en êtes, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. » Donc ça a été vraiment très positif. Après, d'un point de vue vraiment client, pour répondre, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas communiqué sur le bot. Parce qu'en fait, précisément, on voulait avoir un retour d'expérience et avoir des données qu'on puisse exploiter. Donc si on communiquait sur le bot, derrière, on allait induire quelque chose qui fait qu'on ne pouvait pas comparer les données. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous, on a fait des campagnes Facebook comme on les faisait avant. Et on n'a rien changé. C'est-à-dire, on a vraiment rien. Et on a regardé ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est augmentation de la satisfaction client dans l'utilisation. Voilà, ça c'est ça qu'on a constaté. Après, en termes de transformation, ça n'a rien changé, parce que finalement, ce qui a engagé les gens, c'est la publicité. Alors, ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est que vu qu'en parallèle, on avait fait des campagnes plus corporate pour faire parler de la boîte, on a vu une augmentation, en fait, finalement, de la performance des campagnes Facebook, mais qui n'était pas due aux campagnes, parce qu'on n'avait rien changé, mais qui était due au fait qu'il y avait tous les curieux qui sont venus voir. Mais après, au bout de quelques mois, ça s'est stabilisé. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que nous, ça améliore, en fait, surtout le processus, et en fait, la personne qui l'utilise est vraiment satisfaite de ne pas avoir un formulaire à remplir et préfère vraiment discuter avec un chat, parce qu'il y a quelque chose de vraiment naturel. Et après, derrière, en termes de transformation, ça reste assez similaire à ce qu'on connaît habituellement. Voilà, Alors nous, sur les canaux d'acquisition, évidemment, on a utilisé nos propres canaux, on n'est pas passé par les Facebook Ads, mais on aurait pu. Voilà, c'était plus un choix, sachant qu'on a l'expérience nécessaire pour ramener du monde sur les chatbots. 7000 personnes nous ont répondu. Donc on a 7000 personnes qui ont utilisé notre chatbot, ce qui, pour un projet qui est parti un petit peu comme un petit projet un peu gadget, allons-y pour voir, est quand même très satisfaisant pour nous.
Il fait voir que alors on a deux manières de mesurer la conversion, puisque le bot vous envoyait à la fois un lien vers le site de l'Express le soir même, mais le nom de ce lien, c'était un tel a gagné avec X% dans votre commune. Donc finalement, on avait déjà l'info principale. Le clic n'était pas forcément nécessaire. Sur ces 7000 personnes, on a réussi à générer quand même 1400 visites. Donc on est sur des taux de clic de 1%. C'est très très bon dans le secteur des taux de clic de 1%. Voilà. Et la deuxième chose, c'est au moment où ils s'inscrivaient au chatbot, l'Express, il y avait la possibilité de laisser leur email, donc on boucle la boucle entre le chatbot et l'email, pour recevoir la newsletter l'Express politique. Donc ces gens-là. Et là encore, on a 1000 personnes qui nous ont laissé leur email, donc on est quand même sur. Alors que c'est pas l'objet du chatbot, on est quand même sur une conversion assez incroyable de notre point de vue, et en tout cas pour le CRM, l'ICRM côté Express. Et parmi ces 1000 personnes, il y en a 700 qui avaient ouvert un email dans le mois qui a suivi. Donc on est vraiment sur du x2, x3 par rapport à des chiffres normaux de ce côté-là. Donc pour nous, c'était vraiment très très satisfaisant. Oui, je trouve que, effectivement, c'est intéressant de voir que le chatbot rentre là dans une fenêtre qui, pour l'instant, n'était peut-être pas occupée par à la fois certaines marques et certains médias. Donc, on rentre vraiment dans une utilisation ultra quotidienne. Enfin, comme je le montrais tout à l'heure, c'est 50 minutes par jour. Donc, en plus, je pense que c'est 50 minutes par jour, évidemment, qui sont répartis sur plusieurs sessions. Donc, naturellement, l'utilisateur aujourd'hui, quand il reçoit une notification sur Messenger, il a ce réflexe d'aller voir ce que c'est. On lui propose du contenu qui est court, qui va pouvoir consommer très rapidement, qui va être une bonne pratique du bot, évidemment, basée sur de l'IA, de lui proposer quelque chose qui lui correspond, qui est personnalisé. Donc effectivement, je pense que c'est une des conséquences, c'est que le taux de conversion est intéressant. Et ça permet ensuite, je trouvais ça intéressant aussi, de faire le lien, de renvoyer vers de la newsletter, vers des choses comme ça. Je pense qu'une dernière question qu'on peut traiter, c'est peut-être chacun ici peut donner un peu son point de vue sur comment il voit les bots évoluer dans son secteur, donc le tourisme, l'assurance, les médias. Thomas aussi d'ailleurs sur le sujet. Voilà, je pense que on serait heureux de vous entendre sur le sujet. Nous, du coup, entre les deux bots qu'on a, entre le bot qui est sur notre page principale et ce bot plus serviciel, vraiment, on sent le bot dirigé et le bot qui sait faire une seule chose, mais qui sait très bien la faire, est aujourd'hui beaucoup plus mûr et beaucoup plus intéressant. En plus, là, ça nous a permis de siloter sur des gens qui ont l'intérêt sur la politique, vraiment, tout ce qui est attaquer des niches avec des projets très dirigés et très guidés, ça me semble être aujourd'hui le plus simple et même le plus facile pour l'utilisateur, qui se sent moins perdu que s'il avait à taper. En fait, on l'a vu sur le premier bot, les utilisateurs ne savent pas quoi faire quand ils arrivent et qu'on ne leur dit rien. Donc c'est vraiment important de diriger. Voilà, donc nous je pense qu'on va continuer dans cette voie-là, essayer de trouver d'autres silos sur lesquels on peut aller utiliser le chatbot. Oui, moi je suis un peu embêté pour vous parler du secteur, parce que je pense qu'il nous faudrait une demi-journée. Je pense que les chatbots dans l'assurance, il y en aura des milliers qui vont faire des tas de choses. Alors là, je vous donne un exemple, tout ce qui est service client. Aujourd'hui, le client, il aime bien avoir ces informations tout de suite. Je veux dire, si vous êtes samedi soir à minuit, vous avez envie de savoir si votre remboursement pour la facture que vous avez payée la semaine dernière a été remboursé sur votre compte ou pas, sachant que la banque est fermée, vous n'aurez que l'info lundi ou mardi, vous aimeriez bien savoir. Donc tout ce qui est chatbot, on va dire, un peu de conseil et d'accompagnement dans tout ce qui est gestion des contrats d'assurance, ça va... Il y a déjà des projets qui passent, moi j'en ai déjà vu passer. Et après, sur toute la partie pré-qualification et recueil de données en vue de vendre un contrat d'assurance, c'est pareil, ça va exploser. Alors les premiers qui se sont mis en France, là, ceux qu'on vient de voir arriver, c'est les comparateurs. C'est les premiers intéressés, puisqu'un comparateur, je donne dans notre secteur, un comparateur, quand vous faites une demande sur un comparateur pour une assurance chien et chat, vous pouvez avoir à peu près 50 propositions différentes. Donc vous imaginez bien qu'avec un bot, vous donnez quelques données sur où vous habitez, sur plein d'informations, des fois un peu personnelles, etc. Vous pourrez, le comparateur pourra vous proposer le contrat le plus ajusté, le plus adapté. Si on imagine que les comparateurs sont neutres. Mais c'est parenthèse. Mais en tout cas, voilà. Donc, je
pense que ça va beaucoup se développer. Il y a déjà un exemple aux États-Unis, vous regarderez, c'est très intéressant. Moi, c'est ça qui m'avait fait tilt, c'est Lemonade. Lemonade, c'est un très très bon exemple à regarder en chatbot d'assurance qui va jusqu'à la conversion. C'est dans le New Jersey. Allez voir, enfin, franchement, je pense que aller voir, c'est beaucoup mieux que m'écouter encore. Je pense que c'est une belle illustration. Lemonade, c'est effectivement l'incarnation du chatbot qui gère toute une verticale, donc de la qualification au suivi du contrat, au SAV, aux propositions de nouvelles offres, etc. Et du coup, effectivement, il est hyper performant parce que très entraîné dans ce domaine-là. Ouais, c'est de la MRH, multi-risque habitation, donc du coup, il y a toutes les problématiques de où vous habitez avec les risques qui sont liés. Vous savez, quand on calcule, faut pas faire un cours d'assurance, mais quand on calcule un tarif, il y a où vous habitez, il y a plein de données, votre appartement, comment il est, etc. Et du coup, eux, ils ont même géolocalisé, enfin, c'est hyper bien fait. Vous pouvez mettre sur une carte avec un point où vous habitez. Ça va déterminer la cotation qui va se calculer. Et à la fin, on vous dit, voilà, pour vous, pour tel endroit, pour un appartement, ce que vous nous avez raconté dans votre situation, le meilleur tarif du marché actuellement, c'est ça. Si vous le voulez, vous pouvez souscrire. Vous faites déjà qu'il accepte et vous payez avec PayPal et hop, c'est réglé. C'est assez extraordinaire. Julien? Dans le tourisme, il y a énormément d'initiatives. Donc c'est encore un peu les prémices en fait. Je ne suis pas expert des chatbots, mais pourrait nous le confirmer. On est encore un peu en phase test. Donc dans le voyage, dans le tourisme, tous les transporteurs aériens s'y mettent. TripAdvisor s'y met, des grosses agences de voyage s'y mettent. Donc voilà, on est sur une dimension encore un peu inspirationnelle, j'ai l'impression, sur les chatbots. Donc on est vraiment en amont d'un achat. L'idée, c'est que ça soit utilisé aussi dans la gestion opérationnelle et le suivi des dossiers. Très concrètement, dans le voyage, dans le tourisme, dès qu'il y a moyen de garder une relation personnalisée et automatisée, les gens y vont, puisque ça veut dire des gains assez substantiels au niveau de la masse salariale, très concrètement. Donc voilà, tous ces outils-là vont être forcément mis en place et de plus en plus utilisés dans les années qui viennent, même si, encore une fois, je pense qu'on est dans des phases tests et on commence à élaborer seulement les outils. Techniquement, c'est peut-être au point, mais en tout cas, dans l'interaction avec le client, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Dans le voyage, il y a aussi un petit peu de SAV. Bellambra a sorti un bot SAV il y a quelques mois, et effectivement, je suis d'accord, c'est surtout de l'inspiration. Et de l'achat, comme je vous disais tout à l'heure, Voyage SNCF fait de l'achat par le bot. Oui, exactement. Et donc, alors pour nous, nous on a une position un peu plus on va dire, globale, parce on accompagne différentes personnes. Moi, je pense qu'on a passé une première année en fait à éprouver, il faudrait tester en fait le produit techniquement, quoi, à faire des premiers tests avec des clients un peu innovants et aller de l'avant. Là, j'ai l'impression que le marché aujourd'hui est complètement différent. La techno, elle est vraiment là. Facebook, ça fait 1 an qu'ils travaillent comme des malades sur le produit. Le produit, il est vraiment très propre. Et on rentre plutôt maintenant dans une phase d'éducation, soit des directions marketing, soit directement des utilisateurs finaux en fait. Où en fait on va rentrer dans la conception du bot, le contenu, comment faire en sorte que ce soit très bien utilisé par tout le monde. Donc là on va rentrer vraiment dans une phase où vous allez avoir beaucoup de gens qui vont s'équiper en chatbot. Et je rejoins effectivement Xavier, mais vous êtes aussi un exemple. Comme Lemonade aussi, les chatbots qui marchent très bien, c'est les chatbots qui traitent d'un seul sujet. Après, le chatbot en soi peut évoluer, mais un chatbot très global, nous on a fait des tests, de chatbots très globaux, 100% intelligence artificielle, et les gens au bout de 3 interactions, ils demandent comment s'appelle votre mère, et si vous croyez en Dieu, etc. Donc ils sont complètement perdus. Il y a des trucs assez intéressants d'ailleurs à faire là-dessus, je pense, mais c'est vraiment des bots serviciels qui vont faire la différence. Donc ça va être AXA qui va balancer son bot, ça va être Orange, ça va être tous ces trucs-là qui vont en fait faciliter votre vie, parce que vous aurez pu effectivement appeler le service client, vous aurez pu aller sur le site web, vous aurez pu vous identifier en machin. Ça va être tout intégré dans votre Messenger, dans votre poche, vous n'aurez pas d'appli à télécharger. Moi j'ai eu l'appli Orange, je la télécharge dès que j'ai un problème et ensuite je la supprime, quoi. Donc là ça va être différent, vous êtes dans Messenger directement. Donc voilà, regardez ce qui se passe dessus. Si vous avez une boîte où vous pensez faire un chatbot, je pense que c'est le moment de tester au moins, parce que ça va arriver très rapidement, c'est un nouveau canal d'acquisition. Donc voilà, je pense qu'on est à cette étape-là en fait où les marques vont s'équiper très rapidement. Avant de passer aux questions, effectivement, conclusion très rapide, je suis
d'accord sur ce qui a été dit là. Je pense qu'il y a une véritable accélération là depuis le début de l'année. On commence à voir pas mal de cas d'usage intéressants. Je pense d'ailleurs que c'était l'enjeu l'année dernière. Beaucoup de gens se demandaient à quoi concrètement ça va servir. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a bien délimité effectivement les bonnes pratiques et qu'est-ce que c'est un bot qui a de l'attraction et pourquoi il en a, on voit vraiment une accélération sur le marché. Les domaines, il me semble, pour vraiment catégoriser là où ça prend et là où a priori il y a quand même des signes que là où ça se développera le plus, c'est effectivement, je pense, donc, tout ce qui est lié à la vente et au commerce, au retail, au e-commerce, tout ce qui est la santé, le tourisme, beaucoup, et aussi, un sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui, parce que c'est pas du tout notre approche, mais les RH, tout ce qui va être lié au recrutement, l'information des salariés, etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont aujourd'hui, je pense, parmi ceux dans lesquels on voit le plus de bots arriver, et notamment les États-Unis, et qui sont assez inspirants, voilà, pour les mois à venir. Du coup, on va passer aux questions, si vous en avez. Il nous reste 5-10 minutes. On a le micro, mais je pense que c'est pas la peine d'ailleurs. Ouais. Par rapport à votre utilisation des chatbots, pour l'instant, vous utilisez en relation avec l'usager. Est-ce que vous passez par le côté host, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire me connecter directement, lui demander l'autorisation de se connecter à son profil Facebook ou Twitter ou autre chose, voilà, c'est Messenger, pour avoir plus d'infos. Vous restez au niveau basique, c'est juste, ok, le gars se connecte et c'est tout. Est-ce que le niveau avancé, finalement, ça commence à rentrer ou pour l'instant c'est un peu trop tôt et pour l'instant ça reste en mode... Alors, notre approche chez Playbots en général, c'est de ne pas le demander, sauf s'il y a une action qui va sauf si c'est il y a un call to action très fort. Typiquement, je peux vous citer quelque chose que j'ai vu dans un bot de rencontre aux États-Unis. Il vous propose des profils de personnes avec qui vous avez un match, et pour voir le profil de la personne, il faut se connecter à Facebook. Et alors juste pour clarifier en cours de quoi on parle, c'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un chatbot, vous n'avez pas besoin d'être connecté à Facebook. Il faut être connecté à Messenger, mais du coup, nous, de notre côté, on connaît que votre nom et votre prénom, on n'a pas plus d'informations. Donc en termes de data, il y a pas mal de choses qu'on manque évidemment. La photo, On non? n'a même pas la photo de profil. Alors que si dans la discussion, on a cette possibilité, on vous demande, en gros, en un clic, vous pouvez vous connecter à Facebook dans la discussion, là tout d'un coup on a accès à tout ce que vous avez liké, à la liste de vos amis, etc. Et là forcément en termes de data c'est beaucoup plus utile. Donc voilà, la pratique répandue c'est effectivement de ne pas le faire, sauf s'il y a effectivement un gain important derrière. Effectivement, donc on le fait très peu sur... Donc Messenger et Facebook, c'est Facebook, mais c'est deux produits séparés, ils ne sont pas connectés. Alors nous on fait des connexions en revanche à des services annexes. Donc on va pouvoir récupérer de l'info sur une personne, par exemple dans votre client de la Poste. On va pouvoir, via un identifiant unique qui va rentrer, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, n'importe quoi, on va pouvoir récupérer de l'info sur lui que le client a déjà dans sa base en fait. Et ça en fait, ça en revanche il faut le faire dans la mesure où ça participe à l'effet waouh, c'est-à-dire que s'il vous plaît, donnez-moi est-ce que votre prénom ou votre nom ou votre numéro de téléphone. Et là, on va lui dire bah super, tu as un forfait numéro X depuis machin. On commence à avoir de la donnée et on lui donne de l'info qu'il ne nous a pas donné en fait. Donc ça participe en fait à faire en sorte que le bot soit intelligent et montre un effet un peu sympa. Au début des bots, il y avait effectivement quand même une intervention humaine. Aujourd'hui, qu'en est-il? Et à partir de quel moment le bot a l'intelligence de savoir que tu vas répondre à la question et tu dois faire de l'omnicanal pour mettre en relation avec un service relation client, avec un suivi du dossier pour ne pas reprendre l'information. Alors c'est toujours une bonne pratique de faire une remontée à un humain quand il y a une incompréhension, parce que comme dans tout service, dès que l'utilisateur va se retrouver bloqué, il va quitter, plus jamais relancer le bot, le supprimer. Donc c'est toujours, notamment dans le service client, après effectivement ça dépend du type de bot, on a des bots vraiment qui vont être très guidés, sur lesquels en fait il n'est pas possible de se perdre, et tout ce qui va être lié au service client est plus conversationnel. La bonne pratique c'est dès que vous, en gros comment ça fonctionne assez schématiquement derrière, le bot va questionner une intelligence artificielle, qui est soit la vôtre, soit celle que vous utilisez depuis IBM ou autre. L'intelligence artificielle vous renvoie un taux de probabilité de compréhension. Et si vous estimez que le taux n'est pas assez fort, en gros, vous avez une forte chance de vous planter en répondant à l'utilisateur, mais auquel cas, automatiquement, vous pouvez faire rentrer un humain dans la discussion ou déclencher le fait que vous allez
automatiquement dire à l'utilisateur qu'il peut contacter tel numéro de téléphone, envoyer un mail ici ou là. Effectivement, la bonne pratique, c'est toujours, si vous voulez que les gens continuent d'utiliser votre bot, de leur donner une porte de sortie et d'éviter ce qui est le schéma classique qu'on a vu sur les bots au début. Le bot ne vous comprend pas, vous dit qu'il ne vous comprend pas, de demande de préciser, vous êtes dans des boucles infinies dont vous ne sortirez jamais. Ce sont évidemment des expériences utilisateurs horribles. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose sur le C'est sujet. exactement ça. Alors aujourd'hui, nous, quasiment tous nos bots sortent sans humain derrière. Mais 95% des interactions qu'on peut faire sur le bot sont guidées. Donc on laisse plus la chance à une personne de taper n'importe quoi. On évite au maximum. Et on offre toujours la possibilité, au cas où, de contacter un service client, sachant que la force aussi des chatbots, c'est que quand on va aller se connecter à Zendesk ou à Intercom ou à tous les outils en fait, de gestion de tickets support, le conseiller client en fait, il va recevoir l'ensemble de la conversation déjà intégrée, et donc il va pouvoir reprendre la conversation là où c'est arrêté. Donc c'est pas comme chez Orange quand il vous passe d'un service à l'autre, vous allez redonner votre numéro de téléphone machin. Là c'est tout intégré et c'est beaucoup plus propre quoi, vis-à-vis du client. Il y a une autre question là-haut, comme ça. J'allais poser une question, mais vous y avez en partie répondu. C'était à quelle échéance le chatbot va tuer les centres d'appel? C'est un peu radical. Alors nous on dit qu'il ne va pas le tuer, mais il va, en tout cas ça c'est la réponse un peu politiquement correcte, hein, il va accompagner les clients à mieux faire leur travail. Ouais, en tout cas c'est sûr qu'il y a le niveau 1 des services clients qui est aujourd'hui principalement outsourcé, qui va à un moment donné sauter dans quelques années. Enfin, ce ne sera pas tout de suite parce que les clients comme AXA ou Orange ou les gros comptes comme ça, ils ont quand même besoin de se rassurer en se disant voilà, j'ai quand même des humains qui parlent derrière. Mais là, on arrive à des niveaux à des taux de satisfaction, surtout sur les premiers appels niveau 0, soit de la qualification de problème ou des trucs très simples, quoi, qui là pour le coup, à l'humain, il n'y a pas vraiment de valeur d'avoir un humain à ce niveau. Dans notre secteur, par exemple, il y a des, si vous regardez les compagnies d'assurance ou les mutuelles, rentrer à la GMF, par exemple, pour les citer, le conseiller qui est là, en fait, il est censé être capable de vous répondre sur l'ensemble des produits d'assurance de la GMF. C'est pourquoi il est formé très longtemps. Et en fait, et normalement, il est censé, enfin, je vous raconte un truc interne, mais ça va chez tous les assureurs, il est censé avoir une formation continue pour toujours être à jour sur l'ensemble des produits. Je vous fais faites le cas, sortez, allez dans un agent Maïf et dites-lui, voilà, je voudrais assurer mon bateau. Mon bateau, il fait ça, je suis sur la Seine, mais des fois, en fait, je sors quand même en mer, etc. Et là, regardez juste la tête du conseiller. Il est censé vous expliquer parfaitement le produit, connaître les conditions générales, en général 70 pages sur le bout des doigts, etc. etc. C'est pas possible, en fait. Donc les chatbots, ils vont aussi avoir ça, parce que votre question elle est bonne, c'est vrai qu'il va y avoir une incidence sur les centres d'appel et sur les conseillers, ça c'est inévitable. Simplement, il y aura une décision préalable, à mon avis, qui va être que sur certains produits beaucoup trop spécifiques pour que le conseiller puisse tout savoir, alors il y aura des utilités à passer sur des outils type chatbot, sur des demandes très spécifiques. Voilà, vous habitez Paris, vous avez la chance d'avoir un bateau sur la Seine, bah, vaut mieux parler à un chatbot qu'à un conseiller dans votre rue, parce qu'il va mieux vous renseigner, parce qu'il ira directement dans la base de données, dans les conditions générales. Enfin, c'est très spécifique à notre métier, mais c'est tellement compliqué, il y a tellement de produits, que voilà. Donc ça sera un intermédiaire. Moi je vous rejoins, ça va mal se passer pour cette appel. Oui, on dit souvent que les internautes peuvent aller chercher des informations jusqu'à 70% voire plus du parcours des gens. Les chatbots répondent à une grande partie de l'information pour la partie service après-vente, assurance. Le service et produits de faible valeur ajoutée, ça c'est remarquable. Pour les produits à plus forte valeur ajoutée, je ne parle pas de numéro d'express, on n'est pas dans le motif. À quel moment vous pouvez décider, vous, en tant qu'entrepreneur, de dire je demande au chatbot, ou en tout cas il est paramétré pour, passer la main à un marketeur, à un vendeur, parce que au niveau du voyage, à 5 000 € de 15 jours, le chatbot il est plus suffisant. Est-ce que vous avez paramétré ça avec l'entreprise du chatbot, ou bien c'est encore un peu trop? Non, on est allé au plus simple en fait quand on a créé le chatbot. Très concrètement, on est sur une qualification d'une demande.
Le chatbot nous permet ça, donc nous permet de récupérer de l'information, donc nom, prénom, mail, etc. Le type de séjour qui va être demandé, les envies, et après, nous, derrière, il faut qu'on fasse notre boulot classique. Donc on reprend contact avec le prospect et on essaye d'affiner avec lui les demandes qui ont été formulées. Donc on est dans c'est une sorte de formulaire de contact interactif et plus sympa d'utilisation. C'est vraiment dans cette logique-là qu'on l'a construit. Peut-être qu'en effet, à terme, on peut aller plus loin et penser à des produits qui vont être agrégés par le bot si jamais on lui donne des informations sur les prestations, les activités, etc. Dans un coin donné. Enfin, voilà, il y a peut-être des choses à faire par rapport à ça, mais pour l'instant, on passe à un niveau commercial humain direct. Après. Sur le voyage, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Donc c'était les slides que je montrais à la fin. Effectivement, en gros, le constat, c'est quoi aujourd'hui sur le e-commerce en général? Le voyage, les chiffres sont encore plus faibles. C'est que le taux moyen de conversion sur un site web, il est de 2%. Alors, sur le voyage, c'est encore pire, évidemment, parce que quand on doit dépenser plusieurs milliers d'euros, qu'on a 1 ou 2 voyages par an, on va y réfléchir à 2 fois. Pareil, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens mettent le produit dans leur panier. Ils sont 90% en fait à jamais payer leur panier. Donc là, le bot, le positionnement, il est effectivement d'aider à l'achat, mais l'achat ne va pas nécessairement se faire non plus au moment où vous discutez avec le bot. Le principe du bot, et je reviens sur la qualification lead, c'est que dans cette discussion que vous avez, on vous fait des suggestions, des offres qui peuvent vous correspondre, qui peuvent vous plaire, qui vont vous inspirer. Mais de l'autre, dans cette discussion, on capte aussi un certain nombre d'informations pour vous. Et dans le cadre du voyage, il y a beaucoup de boîtes qui ont derrière des centres d'appel qui peuvent vous rappeler, vous faire du mailing, etc. Donc l'idée, elle est là derrière. Elle est de susciter des envies. Et comme je disais aussi, l'autre force d'action qu'on a, c'est ensuite de pouvoir arriver éventuellement dans vos contacts Messenger ou WhatsApp et de vous relancer, réactiver régulièrement en vous donnant des offres. Effectivement, cette phase effective sur un produit à plusieurs milliers d'euros, de l'acte d'achat en lui-même, je ne sais pas si le bot peut y répondre, mais je ne sais pas aujourd'hui quelle techno peut y répondre. Ça reste un budget important et sur lequel les gens se donnent le temps de réflexion. Mais le bot est peut-être un moyen de mieux inspirer et de rendre le service d'un site plus innovant, plus agréable, et vous aurez tendance à revenir là la prochaine fois parce que vous avez passé un bon moment, qu'on vous reconnaît, et plutôt qu'ailleurs où ça va être un filtre classique qui est une expérience moins marquante. Et enfin, si vous pouvez répondre sans donner de trucs précis, tout à l'heure, on dit si ça existe, c'est une définition. Quel délai il faut pour mettre en place ces entrepreneurs? Combien ça coûte? Est-ce que c'est de l'ordre de 500 €, 30 000 €? C'est quoi l'idée pour le prix de mise en place, de mise en œuvre du temps? Alors, en termes de timing, sur des bots Messenger, de notre côté, il faut compter à peu près 4 semaines sur les bots dont on parle là. Et en prix, notre système, en fait, c'est un prix fixe pour la création, puis un abonnement mensuel pour les mises à jour. Sachant qu'en fait, progressivement, nos outils viennent de plus en plus évoluer et on a là, sur nos premiers clients, on commence à expérimenter. Il n'y a plus de prix fixe, c'est un abonnement dès le départ. Un abonnement mensuel. Et donc du coup, en termes de prix, sur un bot Messenger, il faut compter quelques milliers d'euros de création. Voilà, ça dépend de la complexité. Évidemment, ce qui va coûter cher, c'est surtout le temps qu'on doit passer à entraîner le bot. L'entraînement, c'est sur quand en langage ouvert, l'utilisateur va pouvoir exprimer une envie, versus si le bot est 100% guidé, c'est plus rapide à faire, évidemment, c'est moins coûteux. Sur un bot, sur un site web, comme je le montrais tout à l'heure, où là, en plus, c'est un produit quand même très innovant, où le contenu du site change dynamiquement et donc se co-construit, là, on est plus à partir de 10 000 € en gros pour la création, parce qu'il y a une partie front qui est plus lourde, puis un abonnement mensuel aussi. Et donc, les variables qui vont jouer, c'est potentiellement le nombre d'utilisateurs, mais sur un bot, en fait, c'est pas là où il y a la pression la plus forte. Il faudrait des dizaines de milliers de discussions simultanées en gros pour avoir un vrai bottleneck, ce qui est aujourd'hui quand même pas le cas sur beaucoup de bots. Donc la pression, elle vient plutôt de la durée attendue de la discussion, elle vient plutôt du nombre de canaux que vous devez supporter et du nombre de champs ouverts ou pas ouverts que vous allez avoir. Honnêtement, je pense que oui. Alors après, je vais prêcher pour nous. C'est que beaucoup d'agences font des bots et les facturent pas au prix que je vais vous donner. J'entends des choses parce que c'est du one shot, il n'y a pas forcément de techno derrière qui sont développés sur le long terme. Voilà. Donc quand vous vous adressez à un spécialiste du chatbot, je pense que c'est abordable. Ouais, alors moi juste pour confirmer les prix, nous on est vraiment un pur produit, donc c'est uniquement une licence annuelle en fait,
qui peut varier entre 1000 et 24 000 euros. Donc il y a vraiment, ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre dans le bot, quoi. Donc ça c'est la licence annuelle. Et ensuite effectivement, vu que c'est un marché assez neuf, on fait le setup en fait pour le client. Donc on crée le bot pour lui. Et là ça se compte en nombre de jours. Ça dépend on facture 600 € au jour, donc ça dépend du nombre de jours qu'il y a à faire. Mais en général ça ne dépasse pas les 10 jours, quoi. Et alors nous, la particularité, c'est qu'on travaille parfois aussi avec des agences, agences de com, de contenu, des choses comme ça, qui vont amener leurs pattes en fait. En fait, nous, on va créer la technique et eux, ils vont créer c'est un peu bizarre, mais ils vont créer l'âme en gros du chatbot, quoi. Donc ils vont lui donner une personnalité, etc. Faut savoir que Samsung va sortir là, son bot interproduit. J'étais à San Francisco il y a 3 mois, j'ai rencontré un rédacteur qui écrit des bouquins et tout. Aujourd'hui, il est embauché par Samsung comme 30 autres mecs pour écrire 300 réponses de bots par jour chacun. Donc, et ces mecs-là sont hyper qualifiés, et donc ça montre que sur des chatbots aussi puissants, hein, parce que le chatbot de Samsung sera certainement très puissant, sur des chatbots très puissants, mais sur des chatbots aussi un peu moins puissants que comme nous on peut le faire pour certains clients, c'est aussi important d'avoir une partie un peu, une partie contenu, quoi, hein, contenu propre. Storytelling, voilà, il faut que tu aies une personnalité, etc. Et ça c'est pas un truc qu'on fait nous, c'est un truc qu'on bosse avec des agences, avec Avast, Hopscotch, tous ces bots-là. Donc voilà, donc le prix peut effectivement, on peut faire un chatbot pour 1000 €, plus 1000 € de setup, et ce sera un petit truc sympa. Et voilà, tu peux dérouler aussi un chatbot pour 100 000 € en fonction de ce que vous voulez mettre dedans, etc. Y a-t-il d'autres questions? Alors, la phase d'apprentissage, donc il y a, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé d'IA aujourd'hui, on était quand même très centré sur l'expérience utilisateur, c'est quand même le sujet central aussi ici. Et donc sur l'IA, il y a plusieurs niveaux. Le mot-clé, c'est effectivement ce qui existe depuis plus longtemps. Je prends le site d'EDF, par exemple, sur lequel il y a un bot qui vous répond par mot-clé depuis très longtemps, sauf qu'évidemment, le mot-clé, il ne vous comprend jamais parce que vous n'utilisez jamais le mot qu'il attend que vous l'utilisez. Ou alors, vous faites une faute de frappe, et du coup, vous tournez en rond. Du coup, aujourd'hui, il y a des outils très puissants, gratuits, pour tous d'ailleurs, quasiment, où on passe de le devenir. Donc, chaque GAFA en a un. Nous, on travaille sur celui de Google, qui est API.ai. Et donc, cette phase d'entraînement du bot, c'est très manuel, c'est très long. Et d'ailleurs, nous, progressivement, on cherche à s'en dégager. On passe par des prestataires pour le faire. Et on préfère se concentrer sur l'UX et la data, plutôt que vraiment sur l'entraînement lui-même. Et d'ailleurs, on a tendance aussi à être de moins en moins conversationnel, parce que le conversationnel pose beaucoup de problèmes, en fait, et plus vous êtes conversationnel, plus vous avez de chances de ne pas vous faire comprendre ou de créer des frustrations. Etc. Comment ça se passe l'entraînement? Vous imaginez, vous avez une liste de questions à laquelle le bot doit être capable de répondre, et pour chaque question, vous imaginez toutes les façons possibles de la poser. Alors, dit comme ça a l'air énorme, c'est énorme, mais en fait, il y a quand même c'est un travail de linguiste. On travaille avec des linguistes là-dessus, et le linguiste, son travail va être d'identifier, pour une question donnée, des structures de phrases, et d'imaginer toutes les structures de phrases possibles. Et donc, en gros, le bot va être capable de reconnaître non pas un mot, mais une structure de phrase qui va lui faire penser que vous êtes en train de parler de cette question. Voilà, grossièrement, comment ça se passe. C'est de l'entraînement par des linguistes. Voilà, et ça prend... alors nous, on le fait parfois sans linguiste aussi. Et en fait, donc on commence on fait le setup nous-mêmes. Et ensuite, en gros, on l'envoie à une vingtaine de personnes qui sont soit des gens de l'équipe marketing des clients, soit des gens qu'on connaît très bien, des gens de notre équipe, qui vont... on va passer de une personne, en gros, c'est moi qui fais le setup, et le bot pourra me comprendre moi, à un bot va être capable de comprendre 20-30 personnes. Et à partir du moment où il comprend 20-30 personnes, on peut se dire qu'on n'est pas trop mal, quoi. Et ça prend du temps, hein, ça prend 15 jours, 3 semaines pour avoir un truc bien traîné. Il y a un peu commun là-dessus, éventuellement entre les différents bots, puisqu'au bout d'un moment, tu fais un syntaxe. Exactement, oui. Voilà, ou est-ce que c'est à chaque fois un apprentissage? Alors nous, on récupère des briques qu'on a déjà développées, notamment la plus commune, c'est tout ce qui est vulgarité, hors sujet. Donc voilà, donc ça c'est des trucs que dès que vous avez de l'AI, quelqu'un va vous insulter ou va parler de Dieu, de Roger Federer ou n'importe quoi. Donc nous en fait on entraîne une AI, on peut extraire en fait les requêtes, quoi, les
requêtes et les tags qui sont liés. Et ensuite, on va les réinjecter à chaque fois dans les nouvelles intelligences artificielles qu'on va créer. Est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, imaginer une collaboration entre Dr. Watson et vous? Oui, tout à fait. Oui. Non. Alors Watson fait partie des rares solutions encore payantes, mais en fait c'est pas si cher que ça. Enfin, ils font beaucoup d'efforts, notamment pour les startups. Il y a des programmes qui sont mis en place. Oui, Watson, en fait, c'est donc effectivement nous on s'appuie. Donc nous, on n'a pas de compréhension de langage interne. C'est impossible à créer quand on est une équipe de 5. Enfin, c'est impossible. C'est uniquement, c'est Google, c'est Facebook, c'est Amazon, c'est IBM avec Watson. Donc ça, c'est tous les outils de NLP, on appelle ça de la NLP, sur lesquels on va s'appuyer. Alors nous, on bosse moyen avec Watson parce que c'est encore un peu galère. API de télé est très bien, lui c'est très bien. Facile à prendre en main. Facile à Watson, il faut que ce soit un dev qui le fasse, donc c'est un peu. Mais on travaille. Il y a une solution française aussi qui s'appelle Recast. Oui, il y a Recast aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup de solutions et aujourd'hui la plupart sont gratuites. Évidemment, leur intérêt derrière, c'est de récupérer toutes les discussions pour pouvoir auto-entraîner le bot sur un certain nombre de sujets. Donc aujourd'hui, typiquement sur API.ai, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, effectivement, il y a des briques déjà préexistantes sur des sujets donnés. Et après, aussi, évidemment, pour des acteurs comme nous, l'intérêt sur le conversationnel, c'est de travailler autant que possible avec des clients du même secteur, toujours autant que possible dans le tourisme ou dans l'assurance, etc., puisqu'on va entraîner un bot à répondre à des questions qui vont être similaires ou pas similaires. Y a-t-il d'autres questions? Oui, encore. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des applications internes à l'entreprise, type partage de connaissances, base de connaissances, etc., ou est-ce que ce sont des applications qui n'existent pas encore? Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner de nom, je ne suis pas expert en domaine, mais je suis certain que ça existe. Et tout à l'heure, à la fin, j'ai mentionné sur les RH des choses, j'ai vu passer des choses proches de celle-là. Voilà, sur des bases de connaissances, sur aussi avoir accès à toutes les informations de son compte, nombre de jours restants, ce genre de choses, etc. Et effectivement, c'est vraiment un domaine entier sur lequel il se développe des solutions. Il y en a une américaine que j'ai en tête qui s'appelle Text Recruit, qui est une solution RH intégrale. Mais il y en a d'autres, et c'est clairement un des pans où on voit le plus de frémissement aujourd'hui dans les bots. Je ne peux malheureusement pas vous citer d'exemple. Ouais, nous on a deux clients là-dessus. Le premier, c'est Leroy Merlin. Donc c'est base de connaissances. Donc j'ai une question sur un process interne, comment est-ce que je fais pour avoir un parking, machin, ça répond. Ça évite d'avoir à poser la question à l'assistante qui va poser la question au mec de l'IT, il va poser la question de machin. Et ça, c'était hébergé sur un site web, sur l'intranet en fait. On a fait pareil pour un cabinet de conseil. À peu près le même principe, sauf que c'était hébergé sur Slack, qui est une application de messagerie interne dans l'entreprise. Et ça marche plutôt bien. Alors c'est pas aussi core business, si vous voulez, qu'un chatbot de vente. Vous allez avoir un ROI qui est quasiment instantané, quoi, parce que je vous dis, je mets 5 000 € sur le bot, je vois combien il me rapporte, puis terminé, quoi. Là, donc les boîtes ont encore un peu de mal à mettre du budget dessus, parce que voilà, mentalement, ça ne fait pas une ligne en moins c'est même une ligne en plus d'ailleurs sur les frais. D'autres questions? On est bien là, on peut rester aussi longtemps que vous voulez, si vous avez des questions. Il me semble qu'il y a une conférence après à 16h. Merci à tous. Bon, merci.
récemment avec les bots. C'est vrai qu'il y a un an, les bots. Sur Chatbot, il y avait il y a ça bleu, carte bleue là. Carte bleue. C'est pas moi. Génial, elle est ramassée. On avait travaillé il y a quelques Donc voilà, vous pensez faire encore de la com sur les bots? Ouais, on va continuer, mais